Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Cette semaine, c'est vers la discipline du dressage que nous retournons et nous vous présentons un nouveau métier, celui de juge. Nous avons été à la rencontre d'Isabelle Judet, juge internationale de dressage de niveau 5 étoiles depuis de nombreuses années. Juge mais aussi cavalière et coach, Isabelle est très présente au sein de l'écurie Panfou Dressage qu'elle dirige aux côtés de sa fille Camille. Isabelle a partagé avec nous sa grande expérience du dressage, du jugement, de l'évolution de cette discipline dans le temps, mais aussi des perspectives d'avenir de ce sport et de l'équipe de France. Nous avons aussi beaucoup évoqué la question des critiques dont peut faire l'objet le dressage et le combat qu'elle et sa fille mènent pour mieux éduquer le grand public sur ces sujets. Pour accompagner la sortie de cet épisode, nous nous sommes associés à Olion Cellier et cette association n'est pas un hasard. Depuis 24 ans, Olion Cellier conçoit, fabrique et commercialise des selles de dressage sur mesure. Camille Judet-Chéret et Corentin Potier, les deux cavaliers de Grand Prix de Panfou Dressage, sont eux-mêmes associés à Olion Cellier et montent leurs chevaux avec des selles sur mesure dès l'âge de 4 ou 5 ans. Olion Cellier équipe les cavaliers de tout niveau. Ils sont fournisseurs officiels de l'armée française pour les cavaliers de haut niveau de dressage et également fournisseurs du cadre noir de Saumur. D'ailleurs, toutes les matières premières sont françaises et les selles elles-mêmes sont fabriquées à Saumur. C'est un produit 100% made in France. Tout commence par un rendez-vous dans l'écurie où monte le cavalier pour prendre les mesures du cheval en statique. Puis le cavalier va se mettre à cheval sur une selle d'essai qui permet d'observer la locomotion du cheval et le fonctionnement du cavalier à toutes les allures. Des réglages sont ensuite faits en fonction du ressenti du cavalier et des conseils du sellier afin de trouver le réglage optimal. Cette séance de prise de mesure et d'essai dure 1 à 2 heures. La selle est ainsi construite au cours de la séance avec le cavalier autour du dos du cheval en mouvement. À la fin de l'essai, les mesures des réglages sont notées au millimètre près et la selle sera fabriquée à la main par des selliers selon ces mesures exactes. Ce sont plus de 35 points de mesure qui sont notés sur place lors de l'essai. C'est bien la selle qui est adaptée au couple cavalier-cheval et non le couple qui doit s'adapter à une selle existante. La sellerie, c'est un art au carrefour de plusieurs sciences, comme le dit le dirigeant Vincent Le Gall. La biomécanique, les techniques équestres propres à chaque discipline, la science des matériaux. Olion Cellier utilise des matières traditionnelles comme le bois et le cuir et fait appel aux technologies les plus modernes pour sa recherche. Tapis à capteurs de pressions électroniques, scanner 3D, modélisation informatique, etc. La selle doit être capable de transmettre des sensations et des informations entre le cheval et le cavalier. Les arçons en bois de hêtre utilisés apportent flexibilité et légèreté. Les selles de dressage sont des selles techniques et nécessitent des réglages fins. Mais derrière la technique se cache également une philosophie. Les relations avec les chevaux sont des relations très affectives et les émotions se transfèrent entre l'homme et l'animal. Le cheval a une extrême sensibilité, il ressent tout avec la selle. Le cavalier doit lui aussi ressentir les mouvements de son cheval, les mouvements de son dos, l'engagement des postérieurs. Confort du cheval et du cavalier, ainsi que précision dans le travail du cheval, permettent au cavalier qui monte en haut lion de pratiquer une équitation de plaisir et de performance. Rendez-vous sur la page Facebook Olion Cellier ou sur le site www.olion-cellier.ors. Très belle écoute à vous. Bonjour Isabelle. Je voudrais commencer cet échange en vous remerciant de prendre le temps pour enregistrer cet épisode avec nous. Nous sommes aujourd'hui au Bullrich Jump à l'occasion de la finale du circuit grand national de dressage au Mans. Le Grand Prix se courra d'ailleurs ce soir. Vous êtes juge international de niveau 5 étoiles de dressage en France. Vous êtes directrice de l'écurie Panfou Dressage. Dans le laïus biographique de votre site internet, vous déclarez « Si j'ai monté en concours jusqu'au niveau Saint-Georges, j'ai vite préféré officier en bord de piste comme entraîneur et comme juge ». Vous êtes né dans une famille de 8 enfants. Vos parents étaient chirurgiens et médecins et donc a priori pas issus du monde du cheval, donc rien ne vous prédisposait à avoir la vie que vous menez aujourd'hui. Donc j'aimerais commencer cette conversation en vous demandant d'où vous venez et d'où vous vient votre amour pour le cheval et pour cette discipline. Mais vous l'avez dit, d'abord bonjour à vous deux, vous l'avez dit, je viens d'une famille qui n'a rien à voir avec les chevaux et effectivement d'une famille très nombreuse où surtout à l'époque les parents passaient peut-être un petit peu moins de temps que maintenant avec les enfants. Il fallait que les enfants s'adaptent au mode de vie du groupe.
et c'était moins individualisé, surtout quand on a 8 enfants, bon, on ne peut pas emmener l'un à l'escrime, l'autre au chant, le troisième à la natation, le quatrième, etc. Donc là, il y avait quelques sports de famille et qui n'étaient pas l'équitation. Et je ne sais pas si c'est pour justement se distinguer du groupe ou quoi, mais moi j'ai toujours eu une passion pour les animaux. Et vous imaginez que dans une famille de 8 enfants, même avec une grande maison, on ne va pas rajouter beaucoup d'animaux parce que ça donne déjà beaucoup de travail d'avoir tant de gens. Et donc j'ai cultivé un petit jardin secret autour des animaux, effectivement, et chiens, chats, chevaux, etc. Et en fait, c'était peut-être comme un virus aussi que j'avais, et puis qui était somnolent et qui a trouvé un moment où il a vraiment pu s'épanouir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes formé à votre activité, comment vous êtes devenu juge international? J'imagine que ça a été un parcours, que vous avez dû suivre plusieurs étapes. Comment est-ce que vous avez commencé et qu'est-ce qui vous attirait en fait quand vous étiez jeune, à la fois dans le dressage et à la fois justement dans ce bord de piste dont vous parliez, entraîneur et juge? Bien, en fait, donc, j'ai monté à cheval enfant, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 13-14 ans, d'abord dans le club qui était dans la ville où on allait à l'école, c'est-à-dire à Versailles à l'époque. Et puis le club a déménagé pour s'installer plus loin, parce que tous les clubs avaient tendance à quitter un peu les villes, à partir à la campagne. Donc il n'y a plus ce club, et à partir de ce moment-là, j'ai par tous les moyens essayé de continuer à monter à cheval. J'ai monté à l'entraînement en course, en particulier à Maison Lafitte, et ma maman m'emmenait à 5h du matin, on partait pour faire les premiers lots, et j'avais, 13 ans à peu près à l'époque. Enfin, j'étais vraiment, dès que on nous envoyait en Angleterre pour pratiquer l'anglais l'été, et pour moi, on cherchait toujours des familles où éventuellement il y avait une possibilité de monter à cheval. Et puis, 13-14 ans à l'adolescence, j'ai arrêté complètement de monter, mais ce que je vous expliquais sur le virus présent dans l'organisme, c'est révélé de nouveau quand j'avais une vingtaine d'années, où j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon mari, et j'ai recommencé, et qui était dans l'équitation, et j'ai remonté à cheval à ce moment-là. C'était un petit peu... L'équitation, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Donc quand j'ai remonté après 5, 6, cette année peut-être d'interruption, je me suis sentie relativement à l'aise et chez moi, mais évidemment, j'avais absolument aucune technique, parce qu'ayant monté d'abord en club, et puis après, s'il y a aussi un petit peu en Camargue, et puis à l'entraînement en course, j'avais absolument aucune technique. Et donc, je suis repartie complètement à zéro. Et à zéro, ça voulait dire aussi des leçons à la longe, et très vite, peut-être au bout de 6 mois ou 1 an, dans une séance à la longe, sans étrier, sans renne, sans rien, le cheval s'attendait pas à ce travail à la longe. Il a fait un peu de rodéo, et j'ai atterri sur les mains comme ça, et je me suis cassé le coude et le poignet assez gravement, puisque j'avais 17 fractures dans le coude. Enfin bon, c'était vraiment assez abîmé. Et à l'époque, j'avais mon père, donc chirurgien. Je suis allée directement le voir, et c'était pas un passionné de chevaux, il trouvait que c'était des grandes bêtes idiotes. Et il réparait énormément de jockeys, en particulier cassés en steeple sur les hippodromes. Et donc il m'a bien réparé, mais j'ai été immobilisée, plâtrée, etc. pendant un temps assez long. Et n'ayant rien à faire, j'ai commencé à suivre à ce moment-là un ami de mon mari qui était juge de dressage, qui était à l'époque le grand juge de dressage français. Je l'ai accompagné parce que voilà, j'avais pas grand-chose à faire. Et puis mon mari s'était dit, tiens, ça va t'occuper. Et en fait, j'ai développé un goût pour l'observation. Je suis relativement assez observatrice de nature. Et j'ai développé ce goût. Et puis ça s'est enchaîné assez naturellement. Après l'avoir beaucoup assisté dans des concours, j'ai commencé un peu à juger. Bon, autant vous dire que le jugement était beaucoup moins structuré que maintenant. Donc il n'y avait pas de véritable filière pour devenir juge. C'était un petit peu par cooptation. Et donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai gravi des échelons. Après, je me suis énormément impliquée au niveau de la fédération. J'ai beaucoup jugé, beaucoup impliquée dans aussi la formation, que ce soit au niveau régional et au niveau national, avec les responsables de la discipline qu'il y avait à l'époque.
Et puis après, de fil en aiguille, je suis passée sur la scène internationale. Mais vraiment, c'était vraiment plus... il y avait beaucoup moins de juges que maintenant. Il n'y avait pas de... La carrière, entre guillemets, était beaucoup moins... comment dire, beaucoup moins structurée que maintenant. Il y avait beaucoup moins de concours. Et donc, quand je vois maintenant toutes les étapes à franchir, tous les examens, c'est complètement différent. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, hein, la question n'est pas là. Mais donc, ça s'est fait presque beaucoup plus naturellement que maintenant. Maintenant, pour devenir juge international au niveau où je suis, il faut une véritable volonté. C'est une carrière, c'est vraiment une carrière. Voilà pour la partie jugement. Et puis la partie... parallèlement à ça, on avait une écurie de propriétaires et une école d'équitation. Donc, de fait, je faisais beaucoup de leçons pour nos clients. Mais je faisais pas de coaching en compétition, en fait. C'est vraiment quand Camille a commencé à monter à poney, quand elle avait 10 ans, que c'est moi qui, naturellement... l'ai aidé, etc. Et puis les choses ont progressé comme ça, avec son évolution à elle. J'ai envie de rebondir sur le fait que finalement vous vous êtes formé au jugement de dressage grâce à une rencontre. Est-ce que vous seriez peut-être vu faire autre chose dans votre vie si ça n'était pas arrivé comme ça ? Ah oui, tout à fait. D'abord parce que mon milieu ne me prédisposait absolument pas à être là-dedans, vraiment pas. Ma famille maintenant, mes frères et sœurs dont je suis extrêmement proche, c'est comme une face cachée de ma vie. Bon, maintenant peut-être un petit peu plus, mais je n'aurais jamais vraiment raconté ce que je faisais. Alors il y en a certains qui posent des questions et qui s'intéressent plus que d'autres. Et puis en vieillissant quand même, maintenant ça fait si longtemps que je suis dans ce milieu. Et puis avec les réseaux sociaux, ça a aussi un peu changé. Mais jusque-là, personne... Et je racontais à personne dans les membres de ma famille ce que je faisais parce que c'était mon précaré à moi. Et que, par contre, ce qui est assez amusant, c'est que chacun de mes frères et sœurs a... sa propre vie avec une forme de, entre guillemets, réussite. Enfin, ils ont cheminé, ils sont arrivés à une certaine excellence dans ce qu'ils font, et on peut tout à fait parler de nos métiers sans évoquer les chevaux pour moi ou ce que les autres font, mais on a la même philosophie dans ce qu'on fait. Donc, finalement, c'est pas très grave qu'ils connaissent pas les chevaux. On parle de la façon dont on appréhende nos métiers. Et là, on se sent tout à fait en terrain connu. Vous portez aujourd'hui 3 casquettes, celle de juge, celle d'entraîneur et celle de cavalière aussi, puisque vous montez encore, il me semble. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ces 3 activités sont complémentaires et corrélées ? Est-ce que vous pensez que chacune de ces expériences bénéficie aussi aux autres ? Oui, je pense que pour arriver à une forme ou à une recherche de perfection, si on peut dire, ou en tout cas de grande qualité dans chacun de ces 3 domaines, il faut connaître les 2 autres. Je crois que notre discipline du dressage, c'est un tout où il faut à la fois bien connaître quels sont les objectifs recherchés, connaître les étapes pour arriver à ces objectifs, et en connaître les sensations. Peut-être c'est sûr que mon expérience de chacun des 3 aspects nourrit les 2 autres. Chacun des aspects bénéficie de l'expérience de l'autre personne que j'ai en moi. Cela fait des années maintenant que vous êtes juge de dressage. Vous avez traversé les époques concernant cette discipline. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre point de vue de juge, de cavalière et aussi d'entraîneuse, les évolutions du dressage depuis ces dernières années, quelles sont-elles d'après vous ? Et est-ce que d'après vous, la manière de juger aussi a évolué ? Bon, l'évolution, je vais dire que le dressage s'est énormément développé. Je déteste dire ça, mais ces 40 dernières années, au moins, ou 45 dernières années, c'était extrêmement confidentiel quand j'ai débuté.
bon, parlons pour la France déjà. Pour la France, il y avait le niveau de base qui avait une certaine popularité, mais rien à voir par rapport à maintenant. Il y avait des concours où il y avait 10-15 partants par épreuve. Il n'y avait pas les grands concours qu'on voit maintenant où il y a 5, 6, 7, voire 8 pistes, 10 pistes qui tournent en même temps. Il n'y avait pas du tout ça. Au niveau international, il y avait dans le fond très peu de pays qui concouraient. Dans les grandes échéances, il y avait 5-6 pays et maintenant on a vraiment développé sur tous les continents un intérêt pour la discipline. Et après, sur le plan plus technique, oui, on a cherché quelque chose de beaucoup plus complet, je dirais. Les chevaux doivent avoir à la fois des aptitudes importantes au rassemblé, ils doivent à la fois montrer une aisance physique et une harmonie, et ils doivent également avoir des allures capables de se développer. Ça, c'est assez nouveau qu'on ait les trois choses. Il y a eu une époque où on ne cherchait que les allures rassemblées, puis après sont arrivés des chevaux avec des très grosses locomotions, et on a surtout cherché le développement des allures. Et maintenant, on est, je pense, plus dans une recherche où chaque aspect des aptitudes du cheval doit se montrer sur le meilleur jour. Et pour ça, évidemment aussi, ça a impliqué un développement dans l'élevage. L'élevage a beaucoup changé aussi, et donc maintenant on a au niveau des jeunes chevaux, les gens recherchent des chevaux qui vont avoir cette aptitude à être à la fois des chevaux très vibrants et en même temps des chevaux très équilibrés avec des bons caractères, mais une aptitude à aussi bien venir dans des attitudes très rassemblées pour montrer le meilleur piaffe, les meilleures pirouettes au galop, et également des chevaux qui ont l'aptitude pour développer leurs allures. D'après vous, c'est tout de même une discipline qui s'est développée ces dernières années. On a quand même tendance à penser, en tout cas le grand public, à dire que le dressage est parfois un peu en retrait par rapport aux autres disciplines. Mais vous, de votre point de vue, c'est quand même une discipline qui s'est largement développée. Écoutez, je pense que il faudrait demander aux différentes instances le nombre de pratiquants. Je les ai pas du tout en tête, mais en tout cas, mon ressenti, c'est que oui, les gens s'intéressent énormément à la discipline. Bon, par exemple, je peux vous dire que pendant le confinement, on a animé avec ma fille Camille, on a animé une espèce de rubrique quotidienne où on proposait une analyse d'une reprise depuis le plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, dressage et complet quotidienne, et que les gens en redemandaient. Les gens vraiment veulent comprendre comment fonctionnent les chevaux, ce que les juges recherchent, comment on peut améliorer. J'ai l'impression, si vous voulez, que beaucoup de gens s'intéressent à améliorer leur... comment expliquer le contact qu'ils vont avoir avec les chevaux et la façon de les travailler en étant le plus possible en osmose avec eux. Et alors sûrement pas tout le monde, évidemment, les gens qui s'adressent à nous, que ce soit par les réseaux sociaux ou par le biais du dressage, c'est des gens qui ont pris conscience qu'il y avait aussi une équitation qui pouvait être une équitation de bien-être pour le cheval, où on va chercher la compréhension, l'assouplissement, l'aisance, et pas la force, pas la brutalité, etc. Si vous voulez, c'est un petit peu dans l'air du temps. Je pense que le dressage va se développer parce que ça correspond aussi à une mentalité un petit peu différente avec les animaux. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer, d'après vous, le fait qu'on est, nous, en France, en tout cas, une nation historique de dressage? On a eu les grands militaires, les grands écuyers qu'on a tous connus. Et après, il y a eu toute une période où cette discipline a été un tout petit peu effacée, où on avait du mal à construire des équipes de France, à rejoindre les grands championnats. Alors, le dressage est en voie, en tout cas, de reprendre de la force, de reprendre un peu de vigueur, une certaine inertie. Mais comment est-ce que vous expliqueriez cette période transitoire un petit peu entre l'équitation historique qu'on a connue et le nouveau dynamisme que connaît le dressage, le trou qu'il y a eu entre ces deux étapes-là? C'est difficile d'évaluer les différents facteurs. Je pense que d'avoir été un haut lieu culturel du dressage nous a quelque part fait un petit peu d'ombre, parce que on s'est réfugié dans la tradition et ça nous a empêché d'être curieux et d'aller de l'avant, parce qu'on est
D'abord, on s'est autosatisfait en disant le dressage, l'équitation française, le cadre noir, etc. Et on a oublié d'avancer, de continuer à avancer pour voir ce qui se passait ailleurs. Je pense que peut-être le fait que nos deux autres disciplines olympiques fonctionnaient bien, peut-être que le succès entraînant le succès, ils ont fait de l'ombre à un éventuel développement du dressage, je ne sais pas, c'est possible. Le dressage aussi a été présenté de façon un peu rébarbative. C'était une époque où il y avait encore résiduellement, je dirais, les enseignants étaient d'anciens militaires, etc. Et moi, quand j'ai commencé, il y avait encore beaucoup ça. Et le jeu, c'était de se faire engueuler quand on était à cheval. Il faut dire les choses clairement. La pédagogie était tout à fait désuète et il y avait de quoi dégoûter les gens qui auraient éventuellement eu envie. Et puis c'était une discipline d'adultes plus. Peut-être même enfin voilà, on montait en dressage quand on pouvait plus rien faire d'autre. Et ça a énormément changé. C'est devenu, quand on regarde maintenant la compétition, c'est une discipline de jeunes, c'est une discipline qui est devenue où tout l'enseignement se fait de façon beaucoup plus ludique qu'auparavant. Bon, sûrement aussi, il y a eu un phénomène économique. On a mis longtemps à se dire que les chevaux de dressage n'étaient pas ceux qui n'avaient pas réussi dans les autres disciplines. Et puis, je pense que les clubs sont peut-être aussi fautifs parce que les enseignants des clubs n'étaient pas intéressés par la discipline parce qu'eux-mêmes ne l'avaient pas pratiquée. On enseigne bien que ce qu'on aime. Et il y avait très peu d'enseignants qui étaient des gens expérimentés en dressage. C'est vraiment un tout, c'est un amoncellement de facteurs qui étaient en défaveur du dressage pendant longtemps, et j'ai l'impression que cette pente-là, qui était une espèce de pente descendante, on est arrivé au fond peut-être, et moi je vois beaucoup de signes qui montrent que la discipline est en bien meilleure santé. Bon, il y avait peut-être aussi des histoires d'élevage, il y avait des histoires financières aussi. Il y avait quelques personnes aisées qui avaient la capacité d'acheter des chevaux avec du potentiel, et le reste c'était. Il faut pas se voiler la face. Les chevaux coûtent cher pour les entretenir, ça coûte cher. Pour les dresser, c'est très long, et donc. Malheureusement, c'est autant l'équitation peut être et c'est très bien que ça soit un sport que l'on peut pratiquer dans des conditions relativement modérées sur le plan financier, mais dès qu'on va vers l'excellence, immanquablement, il faut derrière un relativement solide appui financier. Et pour compléter un peu ce que vous êtes en train de dire, et vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez mis en place avec Panfou Dressage un système bien huilé maintenant grâce à votre fille aussi, Camille. Vous avez mis en place une certaine communication sur les réseaux sociaux notamment. Vous parliez du fait que pendant le confinement, vous aviez mis en place des jugements par le biais de vidéos. C'est assez moderne et dynamique et assez rare finalement dans ce milieu encore. Est-ce que pour vous c'est important de partager ces moments du quotidien avec le grand public par le biais des réseaux sociaux? Est-ce que ça participe pour vous à médiatiser de plus en plus la discipline? Bon, il est évident que la venue de ma fille Camille dans cette entreprise a été un tournant radical. J'étais plus près de lâcher prise là-dessus, puisque mon mari était à la retraite et que moi-même je voyageais énormément pour juger. Donc l'objectif était plutôt de se séparer de nos installations à Panfou et de continuer le jugement et de ralentir, lever le pied sur la partie vraiment équitation. Et puis quand elle a fini ses études, elle a décidé qu'elle n'avait pas envie de travailler dans un bureau ou de partir à l'étranger ou d'être dans une ambassade ou je ne sais quoi, et qu'elle voulait reprendre l'affaire. Et là, elle a eu les mains tout à fait libres pour choisir l'orientation qu'elle voulait.
Donc elle a réduit considérablement la clientèle, c'est-à-dire les gens en pension, réduit également les leçons pour se consacrer d'une part à former des chevaux pour la compétition, parce que c'était vraiment ce qu'elle aimait, et puis avec comme support financier de faire du commerce des chevaux, ce qu'elle avait déjà commencé quand elle était étudiante et dans lequel elle s'amusait bien et ça lui plaisait énormément. Et puis les réseaux sociaux, c'est évidemment pour cette génération, enfin pour vos générations, l'incontournable pour faire connaître ce que l'on sait faire. Et ça s'est fait donc très naturellement. Mais je dois dire que maintenant, moi, je suis Camille et Corentin avec intérêt, bonheur et j'y donne toute mon énergie parce que ça me fait vraiment plaisir. Et ça me fait plaisir aussi de participer à leur réussite en pouvant apporter mes petites pierres à moi à la construction de leur rêve. La discipline du dressage a parfois fait parler d'elle et de façon quelquefois négative. Le grand public a pu avoir des idées un petit peu noires par rapport à cette discipline, par rapport au bien-être du cheval, par rapport aux limites, à la subjectivité de certaines, et puis par rapport aux limites aussi, à cause aussi de certaines pratiques jugées parfois éprouvantes pour les chevaux, comme l'hyperflexion par exemple. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Avec ces médias-là, il y a des mouvements animalistes qui se créent, qui s'élèvent, qui vont peut-être à l'encontre justement du développement de notre sport, de toutes les disciplines. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire à l'heure actuelle pour continuer à fédérer le grand public, les novices, les néophytes, autour du sport de l'équitation et du dressage de haut niveau ? Il me semble que pour lutter contre tous les excès, quels qu'ils soient, et quel que soit le domaine, la meilleure position, c'est l'éducation. Je pense que c'est le cas dans la vie en général, que l'éducation, c'est l'élément sur lequel il faut porter tous nos efforts parce que c'est ça ce qui peut rendre le monde meilleur. Enfin, c'est un petit peu bisounours ce que je dis, mais je le pense vraiment. Et je partage 100% votre position. Et en particulier, donc pour le sujet qui nous concerne, il me semble que justement quand on arrive à faire comprendre aux gens ce qu'est notre discipline, à faire comprendre quels sont les critères d'appréciation, à montrer le plus possible l'entraînement des chevaux, à faire également encadrer cet entraînement dans les compétitions, par exemple par les stewards, qui font un travail extraordinaire. Et puis aussi que les cavaliers, c'est pas seulement et l'idée, par exemple, c'est pas, quand je parle éducation, c'est pas de surveiller, c'est de dire aux gens, il y a des moyens de dresser les chevaux, il y a des moyens d'enseigner, il y a des moyens de faire partager ce qu'on fait, qui sont une construction de la relation avec le cheval, de la gymnastique du cheval, qui est une construction faite pas à pas, dans justement la compréhension, dans la construction physique du cheval, la construction également physique du cavalier. Enfin, si on met tous les éléments éducatifs justement, si on franchit toutes les étapes pas à pas et qu'on explique ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas de raison que d'abord il y ait des moments conflictuels, et puis il n'y a pas de raison que de ne pas avoir l'adhésion du public. Mais par contre, si on n'explique rien, s'il y a des zones d'ombre, si, comme à l'époque des écuyers dont vous parlez au début, il y a des moments où les portes des manèges sont fermées et on ne sait pas ce qui se passe derrière, je pense que là, c'est le problème. Et là, les gens commencent à avoir des idées sur ce qui se passe. Et aussi, c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus. Je pense que l'homme n'est pas un animal très, très équilibré et très gentil et qu'il y a beaucoup de frustrations qui risquent de passer comme sur les enfants. Je veux dire, pourquoi il y a de la maltraitance d'enfants? La maltraitance de chevaux, c'est pareil. Il n'y a pas de raison. C'est parce que les gens ne vont pas bien. C'est parce que les gens n'ont pas de solution.
Donc apporter des solutions aux gens, apporter un équilibre, et je pense qu'on réduira et la maltraitance des enfants et la maltraitance des chevaux voilà, je crois qu'il faut l'équitation, c'est une moi je dis souvent un peu en riant, mais de monter à cheval, ça m'a sûrement sauvé de 30 ans de thérapie. Ou dans tous les moments de ma vie qui ont été difficiles pour des raisons X ou Y, personnelles, de je sais pas quoi, moi, de tristesse, de deuil, de soucis, je monte à cheval, j'oublie tout et je suis que avec ce que je fais. Donc je pense que c'est le cheval est à la fois une éponge qui nous renvoie à ce que nous sommes. Et si on n'est pas bien, si on est frustré, eh bien à ce moment-là, c'est vrai que les choses vont mal se passer. Si on se dit, comme encore une fois avec des enfants, enfin si on dit on n'élève pas ou on n'aime pas ses enfants par rapport à nos états d'âme ou à nos malaises ou mal-être, etc. Si on le fait en réfléchissant et en construisant, on doit pouvoir arriver à ce que ça soit juste un cheminement. Nous sommes déjà à la moitié de cet épisode. Que pensez-vous de cette conversation avec Isabelle Judet ? Ces propos ouvrent-ils de nouvelles pistes de réflexion pour vous ? Vous permettent-ils de découvrir le dressage sous un nouveau prisme, de mieux comprendre les rouages de cette discipline en manque de visibilité ? Si c'est le cas, partagez-nous votre ressenti par message privé sur Facebook ou Instagram. Si notre podcast vous plaît, que vous aimez à écouter nos invités se livrer et partager à notre micro leur histoire, leur expérience ou leurs anecdotes, et si vous souhaitez nous aider à rendre ce média encore plus visible, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'enregistrer nos publications sur les réseaux sociaux. Ce sont avant tout vos écoutes et votre engagement qui permettent à I'm an Equestrian de continuer son développement. Alors merci à tous et très belle écoute de cette deuxième partie d'épisode. C'est très intéressant ce que vous dites là, et peut-être qu'on aurait pu vous poser la question un peu plus tôt, mais vous seriez vu finalement vivre sans l'animal cheval dans votre vie ? Écoutez, c'est drôle que vous posiez cette question parce que il y a une de nos amies compétitrices dont la fille vient d'avoir un petit enfant, un bébé, et sa fille a un peu plus de 30 ans. Et elle a dit à cette amie, je craignais, j'avais pas besoin d'un enfant et je craignais de l'avoir. Et il a même pas un mois et je me dis comment est-ce que j'ai pu vivre sans jusque-là. Moi, quand j'ai eu ma fille, c'était pareil. Je l'ai eue, j'avais déjà un peu plus que cet âge-là. Et j'étais parfaitement heureuse, parfaitement comblée avec mes chiens, mes chats, mes chevaux, tout allait très bien. Et du jour où je l'ai eue, je me suis dit, mais dire que j'aurais pu passer à côté. Les chevaux, je pense que c'est un petit peu ça. J'aurais sûrement pu vivre sans et avoir une autre vie et bon, j'étais dans les langues, être interprète, je sais pas quoi, voyager plus, je sais pas, ou épouser un diplomate, un chef d'entreprise, ou je sais pas quoi, et puis avoir 4 maisons dont je m'occupais, une pour l'été, une pour l'hiver, une pour la campagne. Enfin, je sais pas, on peut s'imaginer plein de vies différentes selon le milieu aussi d'où on vient. Donc oui, j'aurais pu l'imaginer, mais pas un jour je regrette ou je me remets en question. Je veux dire, pas un jour, je me lève en ayant l'impression qu'il faut que j'aille travailler. Quelquefois, je suis fatiguée, mais c'est tout. Je suis vraiment, ça m'a comblée. Et en plus, ce que je vous disais, ça m'a fait comprendre tellement de choses sur les comportements, sur l'écoute, sur le courage. Quelquefois, il faut être un peu courageux, sur la patience, sur l'endurance, enfin, je veux dire, avoir une vie dans les chevaux, c'est tout ça réuni. Il faut réunir toutes ces qualités-là pour en faire quelque chose de complet, J'aimerais revenir dans la discussion sur votre activité de juge. Juger une épreuve de dressage, c'est avant tout de la subjectivité. On le sait. Est-ce que c'est pour vous parfois propice à ressentir de la pression d'être juge, de faire des erreurs, de peut-être ne pas être totalement impartial ou ne pas voir certaines fautes que vous auriez dû voir ou à l'inverse. Est-ce que cette pression-là, vous la ressentez et est-ce que vous pensez que c'est commun en fait et que c'est normal de ressentir de la pression, que c'est normal de mettre en avant la subjectivité, mais que quoi qu'il en soit, le résultat est toujours à l'image de ce qui se passe en piste? Alors, dans votre question, il y a un point où je ne vais pas être tout à fait d'accord sur le début quand vous dites c'est de la subjectivité.
on s'appuie quand même sur des règles qui sont très précises, sur comment un mouvement doit être effectué. Ce qui est difficile dans le jugement, à la différence du coach, c'est pas de décrire ce qu'on voit. Ça, on va être d'accord. Avec des gens expérimentés, la description, on va dire, j'ai trouvé à ce moment-là que je vais me prendre, je sais pas quoi, un appuyé au trot, par exemple. Est-ce que le cheval était dans la bonne cadence? Est-ce qu'il était actif? Est-ce qu'il était dans l'attitude? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il était assez ployé? Et on va être d'accord là, avec peut-être pas avec vous qui n'êtes pas des experts d'après ce que vous m'avez dit, mais avec un entraîneur qui est là. Mais après, il faut arriver à mettre un chiffre, une note là-dessus. Et alors là, il faut vous imaginer, vous, par exemple, traversant, je ne sais pas, le musée d'Orsay, par exemple, et vous êtes dans une salle des impressionnistes, et là, vous allez voir des tableaux, des grands tableaux de maîtres, je ne sais pas quoi, on va vous dire, il faut que vous mettiez une note. Vous mettez une note à celui-là, vous mettez une note à celui-là, une note à celui-là. Vous vous rendez compte de là, c'est un truc de fou, parce qu'il faut à la fois, il faut tout prendre en compte. Et là-dessus, mettre une note qui ait une valeur chiffrée. Et la difficulté, elle est là. Et ça, c'est de la pratique. Enfin, c'est de l'apprentissage au départ. On vous dit, on vous montre une image, et ça, c'est la perfection. Alors ça vaut 10. Ça, vous voyez, il manque peut-être un petit peu ça. Donc ça, c'est très bien. Et puis, donc, vous mettez 9. Ça, c'est bien, mais il manque encore ça et ça. Et vous déclinez comme ça à chaque fois. Donc là, il y a quelque chose de... C'est comme si vous aviez une recette de cuisine, mais sans les poids, sans dire vous mettez 100 grammes de beurre, 50 grammes de ceci, etc. Ça veut dire vous mettez un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de machin, et ça change tout. Donc la difficulté du jugement, c'est vraiment d'attribuer... Bon, on parle entre connaisseurs, donc c'est pas... L'appréciation, c'est la première chose, déjà. C'est déjà de savoir reconnaître ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Mais de lui attribuer une valeur, ça, c'est la partie qui est vraiment... et qui peut faire des différences, évidemment. Alors, donc ça, je vous parle de ça pour ce qui est de la technique du jugement. Après, sur l'histoire de la pression... Chacun la ressent différemment. Moi, je dois dire que pour les grands événements, j'ai certains de mes collègues qui ont beaucoup de pression. Moi, si j'ai l'impression d'être bien préparé, c'est-à-dire d'avoir... quand je dis être préparé, c'est cette routine du jugement, justement. Les chevaux, j'en vois tous les jours, j'en fais travailler tous les jours. Donc, je ne mets pas en doute mon œil. Ce que je peux mettre en doute, c'est ma faculté d'attribuer une valeur à ce que je vois. Et là, passer le premier cheval, où vous avez le premier cheval, les résultats arrivent, et vous vous apercevez que vous êtes dans une fourchette, vous êtes à peu près aligné sur vos collègues, vous n'avez pas... Et surtout avec vous-même, parce que quand un cheval finit sa reprise, dans votre inconscient vous dit combien tu mettrais, mettons entre 70 et 72, ou entre 72 et 75, ou entre 65 et 67. Et c'est ça ce qui est difficile. Et il faut que vous soyez d'accord avec votre appréhension. Quelquefois, ça peut arriver, un cheval, vous dites, pour moi ce cheval-là, il valait 68, comme ça, en gros, on parle en pourcentage. Et vous entendez vos résultats et vous avez mis 64. Alors là, ça, c'est stressant. Parce que là, vous faites plus confiance à vous-même. Donc l'important, c'est d'arriver, quand vous jugez, à ce que vos points reflètent ce que vous avez ressenti. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a par rapport aux collègues. Donc ça dépend vraiment du groupe. Si vous avez un groupe de gens, d'experts, qui ont... justement la même connaissance que vous, même si de temps en temps il peut y avoir des différences, mais vous avez l'impression que vous êtes une équipe et que l'équipe va fournir un résultat qui va être cohérent. Et quelquefois, dans une équipe, il peut y avoir un ou deux, très peu au niveau international dans les grandes compétitions, parce que les gens sont vraiment triés sur le volet. Mais sinon, il peut y avoir des gens qui sont moins expérimentés ou qui vont être moins réguliers dans leur jugement parce qu'ils ont une concentration qui peut un petit peu varier. C'est un sacré challenge, le jugement aussi. Et quand tout le monde juge les juges, il faut se dire que ce qui est important, c'est de se rendre compte que les juges sont jugés sur chaque cavalier. Un juge, il est remis en question sur chaque résultat qu'il donne.
Et c'est pas du tout un long fleuve tranquille, le jugement. C'est vraiment. Donc cette pression, si vous voulez, c'est une espèce de pression. Vous êtes obligé d'être le plus parfait possible, j'allais dire, parce que chaque cavalier doit être unique à vos yeux quand vous le jugez. Parce que lui, il va avoir ses notes, son protocole, c'est des années de travail, etc. Et vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté ou d'avoir somnolé pendant sa reprise et d'avoir pas mis de commentaires ou d'avoir mis des commentaires qui ne sont pas le reflet de la réalité. Quand le cavalier regarde son protocole et qu'il a les notes et le commentaire du juge, ça doit refléter ce qu'il a fait, quoi. Ça doit, si on regarde après, et ça arrive quelquefois qu'on se dise, mince, sur ce cheval-là, non, j'ai pas été assez concentré, ou j'ai été, ça arrive, hein, c'est difficile quand vous avez, normalement c'est maximum 40 chevaux par jour, mais par exemple à Caen, on avait 50 chevaux parce qu'il y avait 100 partants et celui de la fin de journée, là, quand ça en avait déjà passé, et il faut être aussi alerte d'esprit que pour le premier ou le deuxième ou le troisième. Nous avions interviewé le cavalier Pierre Vola dans notre média qui avait fait une analyse assez fine, en tout cas de son ressenti, lui, sur la discipline du dressage. Il avait notamment évoqué les juges de dressage internationaux et ceux en France. Et il expliquait que, d'après lui, les juges étaient parfois un peu moins enclin à faire progresser les cavaliers français. Selon lui, c'est ce qui pouvait expliquer en tout cas le fait que les cavaliers européens soient un peu plus performants aujourd'hui que les cavaliers français. Est-ce que vous avez partagé cette opinion ou en tout cas est-ce que vous comprenez en tout cas ce qu'il voulait évoquer par là? Il me semble que il faut savoir où on se situe avant même le jugement. Il faut avoir une idée exacte. Il faut pouvoir s'auto-juger. Ça me semble très important que le cavalier ou son staff soit capable d'avoir une vision objective, de lui dire voilà où tu te situes. Pour tel mouvement, ça vaut ça. Pour tel mouvement, ça vaut ça. C'est pour ça que les juges ont vraiment leur importance, même s'ils officient pas mais ça c'est un autre sujet. Ils sont peut-être un peu sous-utilisés dans la formation, dans les équipes, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes utilisent les juges pour leur regroupement de cavaliers. Et en France, moi je l'ai fait un petit peu pour la fédération, mais c'est peut-être pas suffisant. D'expliquer aux gens ce que vaut leur prestation en dehors de la compétition déjà. Parce qu'un cavalier, il va toujours avoir un ressenti, il va pas être tout à fait objectif. Ça peut être une des raisons. Je pense qu'une autre raison, c'est que les cavaliers français se montrent, ils sont pas extrêmement nombreux d'une part, et ils sont un peu timides pour s'exposer. Ils parlent pas beaucoup les langues étrangères, ils sortent pas beaucoup de leurs frontières. On a quelques très beaux concours en France, donc ils se disent je vais au très beau concours de France, ça va me suffire pour les sélections. Donc ils se montrent pas assez, ils communiquent peu dans le milieu, parce qu'en fait tout nouveau couple qui arrive va mettre un petit peu de temps à arriver à une valeur de croisière, je dirais. Et ça s'explique, je pense que c'est humain, juste. Vous avez, la nouveauté arrive, vous allez d'abord avoir, donc, sur un concours de 5 juges, quelqu'un de totalement inconnu qui est bien, par exemple. Les juges, leur principal ennemi, c'est de se sentir différent des autres. On a un côté moutonnier. Si vous êtes et aussi parce que si vous êtes différent des autres, la presse va tout le temps pointer sur vous en disant mais celui-là il est pas bon parce qu'il est pas comme le groupe. C'est compliqué notre truc parce que on veut une homogénéité dans le résultat et si quelqu'un se démarque un petit peu, le premier truc on va dire il est pas bon. Donc, vous arrivez avec un nouveau cheval, il va falloir que progressivement, vous soyez mesuré. Si vous arrivez et que vous êtes très bon, le premier jour, vous aurez peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de juges qui sont timides. Il y en a quelques-uns qui sont un peu kamikazes, et on sait qui est qui. On connaît les suiveurs et les followers et puis les leaders. Ça vraiment, c'est quelque chose de très net. Donc, les Français se montrant peu, pour arriver à performer et avoir des résultats à leur valeur, il va falloir un petit peu de temps. Je dis pas que c'est bien, malheureusement, c'est comme ça, parce que encore une fois, l'être humain est fait comme ça.
Je pense que c'est une des raisons qui explique le fait que les Français. Et puis aussi, il faut pas non plus se voiler la face. On n'est pas du niveau des meilleurs. Objectivement, on n'est pas du niveau des meilleurs. Je ne pense pas que les juges français y soient pour quoi que ce soit. On se plaint toujours si on a un juge français. Là, je parle de ma position de coach. Quand on a, dans des internationaux, moi je vois quand Camille monte ou Corentin, si c'est les juges français qui mettent, mettons un concours en France, il va y avoir 2 ou 3 juges français. Si ce sont les juges français qui mettent le moins de points, c'est vrai qu'on râle, quoi, parce qu'on dit les étrangers mettent des points et puis les Français en mettent pas. Bon, c'est pas automatique en plus, mais c'est vrai que c'est toujours râlant. C'est toujours râlant parce qu'on se dit au moins qu'ils en mettent autant que les autres. Maintenant. Il faut aussi leur faire crédit qu'ils ont peut-être autant leurs raisons. On va accepter qu'un juge étranger mette moins de points en disant oui, il faut qu'on regarde son protocole, il y a des raisons. Et un Français, on va toujours penser que c'est parce que c'est de la malveillance ou quelque chose comme ça. Je crois qu'a priori, il faut quand même arrêter de penser que les juges ne sont pas tellement impliqués finalement dans le résultat. Ils sont concentrés que sur leur job. Et malheureusement, ce que je vous dis aussi un petit peu l'idée d'être dans l'harmonie avec les autres. Ça, c'est sûr que il faut être fort. Moi, je le sais d'expérience, il faut être fort pour supporter d'être différent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les arguments, et quand vous êtes différent vis-à-vis de 4 ou voire 6, puisque dans les grands événements, on essaie d'être différent de cet autre qui sont également de grands experts. Il faut être costaud, il faut avoir des arguments, il faut être bagarreur, il faut être sûr de soi, il faut être et souvent on préfère rester dans la moyenne, quoi, pas se faire trop remarquer. Et le plus souvent, je vais vous dire, quand on est excessif dans un sens ou dans l'autre, le plus souvent on a forcé la dose d'un côté ou de l'autre. Finalement, que ça soit la moyenne de tout le monde qui fasse le classement, ça remet l'église au milieu du village, je pense. Pour nous aligner un petit peu sur l'actualité, on ne pouvait pas ne pas évoquer la disparition du mythique Totilas, qui a beaucoup ému sur les réseaux sociaux de nos yeux peu avisés. Ce cheval semblait quand même relativement unique et vraiment hors du commun. Les cavaliers de toutes les disciplines d'ailleurs l'ont admiré et ont été très touchés par sa disparition. Qu'est-ce que représentait Totilas pour vous, pour la discipline du dressage, et sa disparition est-elle quelque part une perte aussi conséquente pour la génétique et pour l'élevage ? Ouais, moi j'ai évidemment souvenir de la finale en musique à Windsor où je jugeais, en nocturne. Sa reprise libre, et ça a été un instant magique. Et même quand on revoit parce que les instants magiques, c'est l'atmosphère, c'est la chaleur, c'est la nuit, c'est les lumières, c'est tout ça. Donc il peut y avoir un moment qui est juste un moment spécial, pas juste des chiffres qu'on met et qui donnent des points et qui donnent des résultats. Et j'ai souvenir de cette finale comme vraiment de ce cheval noir qui était vraiment avec un charisme quand même exceptionnel, et qui avait tellement d'énergie. Et je me rappellerai encore, il est sorti évidemment sous les applaudissements, et j'étais à la lettre E, donc il est sorti, il est passé devant moi, et le cheval avait les rênes longues, il y avait ces dizaines de milliers de personnes qui l'applaudissaient et qui vraiment étaient en transe, et le cheval était royal, quoi. Il regardait le public comme ça, pas un trottinement, pas un moment de tension, rien du tout. Ça, c'est un souvenir inoubliable de Totilas. Bon, je pense que chaque génération c'était peut-être le premier à ce point de cette génération. Il y avait eu des chevaux, il y avait eu un Salinero qui était un cheval formidable, il y a eu des chevaux, mais qui était aussi majestueux. Je pense que c'était le premier. Il était très jeune, 9 ans, avec ses résultats en Grand Prix, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, maintenant, on peut le comparer aux autres champions qu'il y a eu après, un Vallegro, une Bella Rose, enfin, il y a eu, mais ça a été le premier d'une petite série, ça reste une petite série. Le fait qu'il soit étalon en plus et reproducteur, ben évidemment, ça a aussi changé la donne, maintenant, génétiquement, il a, semble-t-il, quand même fait des fils étalons qui sont performeurs. Nous, on a la chance d'avoir un de ses fils, que monte Corentin, qui est extrêmement talentueux.
bon, je pense qu'on en reverra plusieurs au Grand Prix des Totilas, ouais, sûrement. On l'espère en tout cas. Est-ce que, Isabelle, vous pourriez nous parler un peu avec votre œil de juge quelles sont selon vous les projections qu'on pourrait faire quant à l'avenir du dressage de haut niveau en France pour les années à venir ? C'est vraiment difficile pour une raison, c'est que on a des cavaliers expérimentés, on a des cavaliers talentueux, mais un cavalier sans le cheval exceptionnel, il va pouvoir faire des résultats, mais au niveau, vraiment, parlons du très haut niveau, il faut des chevaux exceptionnels. Il faut des chevaux exceptionnels dans ce qu'ils possèdent eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur physique, dans leurs allures, dans leurs aptitudes, dans leur mental. Et puis après, il faut qu'ils croisent un cavalier compétent. Donc des cavaliers compétents, je pense qu'on en a. Les chevaux exceptionnels, il faut énormément de chance, parce que je pense que ça court pas les rues. Je veux dire, il y a combien de très grands cavaliers dans le monde. Allez, je dirais dans les connus, pas dans ceux qui ont jamais rencontré. Justement, il y en a plein qui n'ont pas rencontré le vrai bon cheval. Mais dans ceux qui sont reconnus, je pense pas qu'on arrive à 50. Et ils cherchent toujours des chevaux. Les chevaux rares, les chevaux exceptionnels sont d'une rareté extrême. Et puis alors, évidemment, maintenant, il y a vous avez un cheval exceptionnel, donc très rare, il va être très convoité. Et cette convoitise, maintenant, il y a des propositions tellement énormes qui sont faites sur les chevaux de qualité, tellement énormes, que c'est un luxe de refuser. Vous refusez seulement si vous savez que dans votre écurie, vous en avez 2, 3, 4 autres qui vont peut-être faire le job. Donc l'avenir du haut niveau, c'est vraiment lié à cette possibilité d'avoir des chevaux toujours. D'avoir des chevaux et de pouvoir les garder. Pour bientôt clôturer cette interview, je pense que vous le savez, hier on a posté sur notre feed Instagram et on a demandé à nos auditeurs de poser des questions, s'ils avaient des questions pour vous, des choses qu'ils auraient envie de savoir. On a reçu 2 questions qu'on a mis de côté et qui étaient très intéressantes. Je vais peut-être vous poser en premier celle-ci. Quel est votre meilleur souvenir en tant que juge international ? Est-ce qu'il y a une reprise que vous avez jugée ou un championnat qui restera vraiment ancré en vous ? Je crois que comme championnat, ce que j'ai aimé et dont je me souviens particulièrement, ce sont les Jeux mondiaux de Caen, parce qu'on avait une équipe de juges qui était vraiment sympathique et qu'on a passé vraiment des bons moments ensemble. C'était des grosses journées, c'était là où on avait ces 100 chevaux à juger, c'était donc vraiment, c'était dense et difficile parce que dans un championnat du monde, à la différence des Jeux Olympiques, vous avez vraiment de tout, puisqu'il n'y a pas les mêmes critères de sélection. Donc vous avez tous les pays, vous avez du meilleur vraiment au moins bon, et puis au milieu avec un espèce d'énorme ventre mou de chevaux. Et il faut arriver à d'abord être concentré sur tous ces chevaux, à classer tout ça. C'était vraiment difficile. Et j'ai l'impression, en tout cas, les jeux étaient imparfaits au niveau du public, ça je le sais, il y a eu beaucoup de gens qui s'étaient plaints sur, je sais pas quoi, l'état des toilettes, les buvettes, etc. Mais nous, pour les juges, c'était vraiment un chouette moment d'amitié et de boulot en même temps. On s'est aussi posé la question de savoir, étant donné que ça fait très longtemps maintenant que vous officiez en tant que juge de dressage, est-ce que vous faites parfois l'expérience d'une certaine lassitude ou est-ce que vous êtes toujours autant passionné par votre métier ? Je dois dire que quand je reçois des invitations, on est toujours flatté que des gens vous réclament pour aller juger, parce qu'on se dit que ça veut dire que votre compétence est reconnue. J'accepte moins d'invitations maintenant, d'abord parce que j'ai plus envie d'aller à l'autre bout du monde. J'ai beaucoup fait l'Australie, l'Asie, tous les pays les plus lointains, bien sûr les États-Unis beaucoup. Et j'ai moins envie de partir loin. C'est un signe sûrement de l'âge. Et puis, je dois dire aussi que je sélectionne plus parce que maintenant j'ai la chance avec Camille et Corentin d'avoir aussi à combiner leur programme de compétition internationale avec mon programme de juge. Je sais que
leur participation à des compétitions et c'est beaucoup plus important de prendre ce qui vient maintenant parce qu'avec les chevaux on ne sait jamais. Vous avez un cheval performant aujourd'hui, il peut se blesser demain et vous pouvez ne plus en avoir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je privilégie toujours leur programme par rapport au mien. J'ai eu la chance de juger les plus beaux concours et ça ne veut pas dire que je suis lassée, mais ça veut dire que je sais pas, c'est peut-être un peu d'altruisme, quoi, de me dire mais non, c'est eux qui passent en premier maintenant parce qu'il faut profiter de la chance qu'on a d'avoir des très bons chevaux en ce moment. J'accepte sans vraiment aucune réticence de limiter mes jugements. Mais par contre, pour répondre à la dernière partie de votre question, j'ai toujours autant de plaisir, oui. Mais même pour juger... Ah non, alors je suis moins courageuse, c'est-à-dire que je n'irai pas juger dans le froid et sous la pluie un concours d'amateur 3 à Bousul-Tétu. Mais par contre, sur n'importe quel concours, puisqu'on parle des internationaux, je vais avoir un petit moment d'excitation quand je vois un cheval rentrer en piste en me disant ah, celui-là il va peut-être être extra ou bien alors de voir un cheval que je trouve un peu je sais pas, un peu commun et faire quelques mouvements vraiment bien, ça va m'enthousiasmer et je vais être capable de lui mettre un 8 au milieu d'une série de notes très quelconques. Donc oui, et puis de faire attention aux commentaires que je vais mettre, d'essayer de juger au mieux et d'apporter quelque chose au cavalier dans le commentaire. Ça me fait toujours le même plaisir et je me sens une responsabilité également. Et aussi d'être en ligne avec... d'avoir une forme d'honnêteté intellectuelle, quoi, de jamais dévier de cette ligne, en sachant que j'ai aussi des jours où je vais mieux juger que d'autres, parce que ça, on est à jour aussi. Il y a des moments où on est fatigué, on est plus fatigué, on est moins disponible, on a une idée. Vous jugez, vous avez une idée qui vous traverse la tête, vous avez 2 figures que vous ratez. Il faut être tellement concentré, tellement à l'écoute et tellement disponible. Je prends toujours un moment pour regarder les résultats après et maintenant où on peut beaucoup revoir des reprises, il m'arrive quand j'ai un petit doute, me dire celui-là t'as été trop dur ou trop généreuse ou justement de me questionner, je vais retourner voir et si j'ai l'impression d'avoir pas jugé de façon aussi précise que je l'aurais voulu et de pas avoir bien ciblé, je vais toujours m'en vouloir, ça va me trotter dans la tête, même si ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat général. Mais ouais, c'est assez envahissant comme job. Je voudrais juste terminer sur une chose. On nous a écrit, donc suite à ce post hier, à l'annonce de cet enregistrement avec vous, les juges jugent la beauté du mouvement alors qu'on est de moins en moins dans le naturel. Est-ce que vous adhérez à ça ? Moi, c'est pas mon point de vue. Je pense que tout ce qui est l'excellence, on doit avoir l'impression que le cheval se meut de façon naturelle, de retrouver des choses de l'harmonie. C'est vraiment quand on a l'impression que le cheval, qu'il n'y a pas de contrainte, qu'il y a une espèce d'osmose totale, que le cheval est dans un équilibre, dans une qualité de contact, dans un engagement qui sont proches de la perfection. Évidemment, par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile au couple cavalier-cheval de réaliser. Il y a des moments magiques. J'aimerais, moi, pouvoir expliquer, quand je juge, expliquer aux gens qui regardent, de dire, ah là, tu as vu, là, c'était juste parfait. Et ça va peut-être 5 foulées, 6 foulées, 7 foulées. Évidemment, plus on s'approche des meilleurs, plus ça va être tout le temps, hein, éventuellement. Mais je pense qu'il y a beaucoup encore une fois, de mauvaises explications et de manque d'éducation. Et moi, je suis pas du tout réseaux sociaux parce que c'est pas tout à fait de ma génération, mais par le biais de ma fille qui est beaucoup, de temps en temps, elle me fait part de réflexions ou de choses comme ça. Et à chaque fois, je lui dis, mais non, mais il faut expliquer aux gens. Et elle me dit, non, ma mission, c'est pas une mission pédagogique. Alors que moi, j'aurais envie, toujours quand des gens font des commentaires qui me semblent, des commentaires, par exemple, négatifs, qui me semblent dus à un manque de connaissances, j'aurais toujours envie de prendre les gens par la main pour leur expliquer le tout. C'est-à-dire d'être capable de leur dire, là, regarde, là, c'est très bien, regarde, là, le cheval est parfaitement à l'écoute, le cavalier a fait une petite remise en équilibre, ça s'est passé parfaitement bien, c'est dans l'harmonie, etc.
Et malheureusement, je pense, au lieu d'être à la recherche de plus de connaissances, pour beaucoup, ils vont juste avoir une attitude négative pour, évacuer leur mal-être ou je ne sais quoi, je ne sais pas bien, plutôt que de venir chercher à comprendre et de dire expliquez-nous, j'arrive pas à voir ça. Alors par exemple, tout à l'heure vous avez évoqué la rollcure, on ne s'est pas arrêté dessus et c'est pas plus mal, mais je vais vous faire part de ma réflexion sur ce plan-là, c'est que maintenant, les gens sont capables, n'importe qui, moi, dans ma famille, le plus incompétent de mes frères et sœurs, puisque je vous disais qu'ils connaissaient rien. Si je lui dis un cheval doit avoir la nuque le point le plus haut et le nez un peu devant la verticale, il va rien connaître aux chevaux et je vais lui montrer 10 photos, et il va être capable de déterminer sur lequel le cheval a la nuque le point le plus haut et le nez un peu devant la verticale et ceux où il l'a pas. Donc il va être capable de dire ah non, celui-là, catastrophe, il est et alors que c'est un ensemble, c'est pas juste ça qui est important. Bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Mais vous voyez, il y a des mesurables géométriquement, j'allais dire, mais c'est qu'une toute petite partie. Il y a tellement de choses à apprendre à apprécier que on peut pas laisser dire des choses sans encore une fois se dire non, il faut juste venez dans ma cabane, plus d'éducation, plus comprendre comment ça doit être, plus et évidemment ce qui est pas bien, il faut le sanctionner et dire pourquoi c'est pas bien. Mais je pense que tout ce que le dressage montre, ce sont des choses qui sont naturelles au cheval. Il n'y a rien d'antinaturel dans ce qu'on fait. Ce sont des mouvements que le cheval fait dans la nature, si vous observez les chevaux. Un cheval peut piaffer dans la nature, peut passager dans la nature, peut faire des changements de pied dans la nature, peut faire des pirouettes au galop dans la nature, peut allonger les allures. Voilà. Par contre, que le cheval soit capable de le faire en coopération avec le cavalier, avec le moins de gêne possible, la meilleure écoute possible, la meilleure osmose possible, ça c'est un vrai challenge. Et c'est des années de travail. Je veux dire, c'est comme le piano, c'est comme le violon, c'est comme la danse, c'est comme tout ça. Et croyez-moi, les chevaux sont en accord avec le cavalier. Je veux dire, vous montez sur des chevaux bien dressés, ils sont agréables dans leur contact, ils sont à l'écoute des jambes, à l'écoute de l'assiette, et c'est pas les chevaux mal montés ou par des gens qui n'ont pas la compétence, l'encadrement, etc. Ça, c'est une autre affaire. Mais on revient à notre histoire d'entraînement, d'éducation, etc. Et aussi d'incompétence de l'être humain, quoi. Mais il faut apprendre. Il n'y a rien de pire que d'entendre du violon mal joué, quoi. Et les oreilles souffrent. Et un cheval mal monté, les yeux, le cœur souffrent aussi. Un très grand merci Isabelle pour votre éclairage, d'avoir partagé votre expérience avec nous et puis un peu de votre temps. On vous dit à très bientôt. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve le 17 février avec une autre grande personnalité des sports équestres et que vous nous avez tant demandé, Monsieur Marcel Rosier. À bientôt.